Ce jour-là, je venais d'avoir 10 ans et je revenais de l'école avec ma sœur Véronique. Arrivés devant la maison, nous avons aperçu quelques voitures de grand style ainsi qu'une présence policière. En poussant la porte de la rue qui donnait directement dans le salon, nous avons été très surpris. Mes souvenirs sont confus, mais je ressens encore cette forte impression que nous eûmes en découvrant, assis, un grand cercle de Chinois en discussion avec notre père. Les Chinois présents dans la maison familiale, c'était une délégation officielle menée par le tout premier ambassadeur de la République populaire de Chine en Belgique, son Excellence l'ambassadeur Lilian Bi. Après une visite d'État menée auprès du bourgmestre et des autorités de la ville de Liège, après une réception arrosée au champagne et un dîner au restaurant Le Vieux Liège, celui-ci avait tenu à mener une visite plus intime dans notre maison familiale. La première chose que fit l'ambassadeur en arrivant chez nous fut de demander où étaient les toilettes et de monter 4 à 4 les escaliers pour se soulager. Après être descendu, entouré de son équipe, il tint une réunion avec mon père à qui il offrit un cadeau, le livret d'un opéra révolutionnaire sur lequel il fit une dédicace. C'était un lundi, le lundi 23 octobre 1972 très exactement. I now give the floor to the chairman of the delegation of the People's Republic of China, His Excellency Mr. Chiao Kuan-hua. Un an auparavant, la Chine, la grande Chine populaire, avait été enfin admise dans le concert des nations et avait intégré l'ONU. Près d'1 milliard d'êtres humains ne pouvaient rester officiellement ignorés plus longtemps du reste du monde. Et pourtant, il a fallu plus de 20 ans pour que les Nations Unies reconnaissent l'absurdité de cette fiction qui faisait siéger au nombre des 4 grands la province chinoise insulaire de Formose et qui déniait à l'immense Chine continentale son droit à une juste représentation. Et quelques mois plus tard, l'ambassadeur de Chine ainsi que sa suite étaient reçus par le roi, invités par le bourgmestre de Liège, puis débarqués chez nous. C'est à peu près au même moment que je pris réellement conscience de mes racines chinoises et je me souviens, à l'école, avoir montré à mes condisciples, avec fierté, une grande carte de Chine que je venais de réaliser de mes propres mains. Cependant, à cette date, ni mon père ni personne en Belgique ne savait alors ce qu'était devenu son propre père et ce qu'avait bien pu se passer en Chine quelques années plus tôt. J'ai donc grandi sans rien connaître de mon grand-père, auteur en partie de mon existence en Belgique. Des lettres, les siennes, redécouvertes il y a peu, quelques photographies, quelques vagues souvenirs de mon propre père. Mais rien de suffisamment clair pour révéler son visage de la brume. Qui était-il? Comment, pourquoi est-il venu en Europe? Quels étaient ses rêves? Il y a peu, je partais alors à la recherche des traces de Yubin, en France, en Belgique, prêt à confronter les réalités de l'histoire à l'imaginaire chinois de mon enfance. Je poursuivais ainsi ce voyage qu'avait alors fait Georges, mon père, en 1987, année où il fut envoyé en Chine par la télévision belge. Pour la première fois de sa vie, il s'était rendu dans le pays de ses ancêtres, dans le pays de son père. Au fond, l'un et l'autre, lui comme moi, étions dans une même recherche. Comme un songe, mon imaginaire chinois.
Mes souvenirs d'enfant, le fil de ma mémoire. Un chemin, mon chemin entre clair et obscur de mes émotions anciennes. Un regard en arrière, un regard en avant. La Chine a nourri ma jeunesse, ma vie d'adulte. Images et émotions en tout genre, issues de l'histoire réelle ou des clichés véhiculés par l'imaginaire collectif. Je me souviens des livres qui traînaient à la maison, ceux de l'historien américain Edgar Snow, proche des révolutionnaires chinois, ceux de Ran Suyin, le grand écrivain belgo-chinois. Je garde les traces, dans ma mémoire d'enfant, du nom du grand documentariste ami de la Chine, Joris Ivens, qui fut un proche de mon père. Je me souviens des publications qui parsemaient le bureau paternel. Pékin Information, où le magazine La Chine faisait partie de ce courrier régulier qui éveillait ma curiosité, en même temps qu'un sentiment diffus d'appartenir à une aventure exaltante. Je me souviens encore du fameux petit livre rouge du président Mao, qui faisait partie des meubles. Je l'ai lu adolescent, avec des yeux d'adolescent, fier de découvrir l'un des livres sacrés du siècle dernier et convaincu également de transcender, avec mon père, un certain conformisme social. Je me souviens enfin du Cerf-Volant du bout du monde, ce beau film poétique franco-chinois de la fin des années 50, qui mettait en scène des enfants de Montmartre, des enfants de Pékin, une amitié naissante et l'espoir d'une paix universelle. Oh, ce qui est écrit est vraiment très gentil. C'est vrai? Le début, c'est une très jolie poésie. Je confie ma lettre à ce cerf-volant, à mon ami Sun Wukong. Et mon cerf-volant, je le prête au vent. Au vent des matins et des soirs, au vent des voiles, demain tu souffleras peut-être sur le visage d'un enfant qui, je ne sais où dans le monde, trouvera ce cerf-volant porté vers lui par un vent amical. Et puis j'ai retrouvé plus tard une vieille photo dans les caves de la maison de mon père. Une famille chinoise, de type classique, pose devant l'objectif. Des jeunes, des moins jeunes, c'est ma propre famille chinoise. La dame avec les petits pieds bandés, les pieds de lys, c'est mon arrière-arrière-grand-mère. Autour, mon arrière-grand-père, des oncles et tantes de mon père. Et puis il y a un homme qui porte des lunettes et la moustache, avec la panoplie du parfait mandarin chinois. C'est mon arrière-grand-père, Yu Huandong. Celui-ci a participé, au début du XXe siècle, à la chute de l'Empire Qing et à l'avènement de la première République chinoise. Aujourd'hui, l'obscur. Régression sociale, guerre, résurgence du fascisme, menaces climatiques et fabrication de la peur collective comme moyen de tenir les peuples. Rien n'existe, semble-t-il, pour aider à entrevoir un monde plus heureux. Mais un jour, curieux et fouineur comme à mon habitude, je suis allé voir dans la cave de ma grand-mère maternelle. Entre 1000 choses ordinaires, des caisses, des valises, des malles, des armoires remplies de documents, d'archives, de journaux, de photos et d'objets divers. Parmi tout cela, un carnet de poésie, celui de ma mère Fanny quand elle était enfant. On y trouve des poèmes, quelques dessins. L'un d'entre eux retient mon attention. Tous les peuples du monde se donnent la main en une ronde fraternelle. Une jeune fille de Belgique tient la main d'une jeune Russe suivie, elle-même, par une Américaine, une Africaine ou une Chinoise. On est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
Dans les rues des grandes villes, le peuple, heureux, libéré du nazisme, danse et manifeste sa joie. Fanny est alors une enfant de 11 ans. Pendant 5 ans, des résistants défiaient la résignation majoritaire et portaient la flamme de l'espoir. Dans la nuit noire du nazisme, certains ont rédigé « Les jours heureux », un petit livret où étaient décrites les conditions d'une vie meilleure pour tous. Et au sortir de la nuit, le souffle de la résistance a imposé la sécurité sociale et d'autres conquêtes démocratiques. À la libération, le monde devait être populaire, juste et fraternel. Fanny rêve. Une photo la présente les yeux tournés vers le ciel. Moi, je dis qu'elle rêve de l'humanité libérée de ses chaînes. Le rêve de Fanny, c'est le récit des aventures de Jeanne, de Paul, ses parents, et de tous ceux qui, à travers l'histoire, auront été des combattants, des créateurs ou des poètes. Dans son carnet, une phrase. Aux âmes libres de toutes les nations qui souffrent, qui luttent et qui vaincront. Curieux les familles, les destinées, mais aussi les chemins de traverse. Le père de mon grand-père maternel était un haut fonctionnaire au ministère belge des colonies. Son épouse, mon arrière-grand-mère, était d'origine flamande, du côté d'Anvers, de la famille Robens, des artistes sculpteurs. Ils ont donné naissance à 2 enfants, une fille, prénommée Germaine, et un garçon, nommé Paul Renot, mon futur grand-père maternel. Du côté de Jeanne, ma grand-mère, l'ambiance était autre. Sorte de brocanteur antiquaire, père, mère, 3 frères, 3 sœurs, ils parcouraient les rues de Liège à la recherche de bonnes trouvailles et de bonnes occasions. Une vie de Romanichel, dira Jeanne bien plus tard, encore surprise et amusée par sa vie d'enfant puis de jeune fille. Les années passent, puis viennent les ruptures. Comme un défi lancé à l'encontre de son père, Paul veut être artiste. Il suit les cours de l'Académie royale des beaux-arts de Liège, y obtient plusieurs prix, puis devient artiste contestataire en se lançant dans la grande aventure de la peinture révolutionnaire d'alors, le surréalisme. Sa première exposition a lieu à Bruxelles en 1927 au Canard Sauvage, galerie d'art ouverte aux expériences culturelles innovantes. Et, en guise de pied de nez à l'orthodoxie paternelle, Paul réalise le peintre en bouteille. Paul sacrifie à la tradition artistique, quitte la Belgique et se rend à Paris, capitale des arts. Il adhère à la Ligue anti-impérialiste, participe à la création de l'Association des écrivains et des artistes révolutionnaires et fréquente alors les grandes figures de l'art au service de la Révolution. Aragon, Vaillant Couturier, Jourdain, Buñuel ou Sadoul font alors partie de son univers familier. Travailleurs, nous luttons pour toutes les revendications des masses laborieuses de France. Nous voulons faire pour elles quelque chose tout de suite.